poème en prose, et Richard Hellman, donc le grand biographe de Joyce, il y a la biographie qui est ici, qui est extraordinaire. Richard Hellman, j'ai noté la phrase, disait que s'il s'agissait, donc ce Giacomo Joyce, d'un poème en prose, muet et sardonique, consacré à son désir, donc au désir de Joyce. Et c'est un petit texte qui a ceci de particulier, qu'il n'a jamais été publié du vivant de Joyce, puisque c'est un texte secret, un texte à usage privé, une sorte de mémorial d'un amour que Joyce a eu pour une de ses élèves lorsqu'il travaillait et vivait à Trieste, en Italie, entre 1912 et 1914 en gros. Je ne sais pas si le texte a été daté de manière plus précise. Et voilà, c'est un j'hésite à dire livre, puisque ça n'a jamais été un livre, mais c'est une sorte de manuscrit ou de grimoire très particulier qui souvent, enfin comment dire, souvent quand on me demande, quand on me parle de Joyce et quand des amis me disent « Ah bon, tu aimes Joyce, mais par quoi je pourrais commencer ?» Et c'est une question au fond très, très importante. J'ai souvent tendance à dire que commencer par la lecture de Giacomo Joyce, ça peut être pas mal aussi. Parce que, comme vous l'avez compris, lire Joyce ne va pas de soi. Et on se pose peut-être trop de questions sur comment lire Joyce, mais toujours est-il que Giacomo Joyce a une sorte de fluidité et de sensualité un peu sinueuse qui semble plus repérable au premier abord. C'est un texte qui parle avant tout d'une liaison qui peut-être n'a pas eu lieu, qui est peut-être fantasmée, et qui met en scène, d'où le titre, à mon avis très ironique, Giacomo Joyce, parce qu'un Giacomo en Italie, c'est un séducteur un peu malhabile, qui n'y arrive pas au fond. Et là, c'est comme si Joyce essayait d'ironiser sur son incapacité à être un Casanova au fond. Et donc ce texte raconte un petit théâtre du désir, ce qui se passe lorsque Joyce fantasme sur une jeune femme. Comme je ne suis pas un spécialiste de Joyce, je suis un lecteur, je n'ai pas tous les éléments sur ce livre, mais il m'a semblé que certains spécialistes, dont Richard Hellman, avaient identifié cette jeune femme, qui s'appellerait Amalia Popper. Mais comme vous allez le voir, je vais vous lire quelques pages, il y a une sorte de condensation de figures féminines qui se superposent, et donc il ne s'agit plus seulement de cette jeune femme en particulier, mais en un sens, de toutes les jeunes femmes, aussi de la jeune femme idéale qui animait les poèmes de jeunesse de Joyce, cette jeune femme idéale rencontrant la Béatrice de Dante et devenant toutes les femmes de la grande chevalerie amoureuse et littéraire à travers le temps, et rencontrant également Nora, et même leur fille, Lucia, qui fait un petit passage dans ce texte. Je vous lis la première page. Oui. Alors c'est dans une... Oui, on peut parler, tu es un peu à l'origine de ça. Oui, alors voilà, avant de... Oui. Il se trouve qu'en français, à ma connaissance, il n'y a que 2 traductions. Il y avait cette traduction extraordinaire, mythique, par le grand poète André Dubouché. Je crois que c'était en 1972 à peu près. Je ne l'ai pas apporté, c'est un mince volume Gallimard qui est à peu près épuisé aujourd'hui. Et il se trouve que cette traduction a un côté un peu très majestueux et un peu Mallarméen. Moi je pense souvent, en lisant Giacomo Joyce, à un petit texte de Mallarmé qui s'appelle Igitour, et qui est aussi un texte métaphysique, tourné, clos sur lui-même, et qui est une descente dans un tombeau. Et il y a quelques années, avec des amis, et en particulier quelqu'un qui s'appelle Charles Morin, qui avait fait un héritage, et qui désirait dépenser son argent. Je trouvais ça bien. Il s'est dit qu'il allait passer son argent dans une maison d'édition, ce qui
est le meilleur moyen pour couler, comme vous le savez. Et il réfléchissait à des titres à publier, et moi je lui disais sans cesse, ce Giacomo Joyce, plus personne ne peut le lire vraiment dans la traduction du Boucher, parce qu'on ne la trouve pas. Et peut-être aussi, ce serait bien, comme on nous y invitait cet après-midi, de retraduire au fond, sans cesse. Et donc il a décidé de faire appel à une romancière française, dont je crois la mère est irlandaise, qui s'appelle Georgina Taku, et qui nous disait qu'effectivement, il y avait moyen non pas de faire une meilleure traduction que celle d'André Dubouché, c'est pas la question, mais d'accentuer peut-être, de mettre l'accent sur le caractère un peu enfantin, sur les ritournelles. Souvent, Joyce condense à l'intérieur de ses phrases des comptines, des choses qu'on lit aux enfants, et qui créent à travers la mélopée particulière, vibrante et multiple de Joyce, quelque chose aussi d'un babil, le babil des nourrissons, et qui au fond ouvre ce grand fleuve de langage qu'est Joyce à quelque chose qui relève de l'amour immédiat qu'on peut avoir pour des sons depuis qu'on est petit. Et Georgina Taku prétendait, ce qu'elle essaye de mettre en œuvre dans cette traduction, que je trouve très belle, qu'on pouvait rendre ça encore plus palpable. Et la deuxième chose, c'est qu'elle trouvait que la traduction d'André Dubouché contournait un peu le caractère très cru et très sexuel aussi des fantasmes de Joyce concernant cette figure de jeune fille. Donc il y a 2-3 moments où il y va carrément. Enfin. Et puis donc voilà, il a fondé cette maison d'édition qui s'appelle l'édition Multiple. Et avec ce livre, très très beau livre, donc une nouvelle traduction, c'était il y a 2 ans, et j'ai assuré par amitié la postface. Alors je vous lis donc le début dans la traduction de Georgina Taku. Qui, un visage pâle cerné de lourdes fourrures odorantes. Ses gestes sont craintifs et nerveux. Elle utilise un face à main. Oui, une brève syllabe, un rire bref, un bref battement de paupières. Écriture en fil d'araignée, longue et fine, tracée avec dédain et une résignation sereine, une jeune personne de qualité. Je me lance sur une vague tiède de parlotte insipide. Swedenborg, le pseudo-aéropage, Miguel de Molinos, Joachim Abbas, la vague s'épuise. Sa camarade de classe, tortillant son corps tortillonné, ronronne dans un vénitien sans armature, che coltora. Les longues paupières battent et palpitent, une piqûre brûlante aiguillonne et vacille dans l'iris velouté. De hauts talons claquent sur les marches de pierre résonnantes, air frisqué dans le château, côte de mailles suspendues, grossier candélabre d'acier sur les degrés tortueux de l'escalier en colimaçon de la tourelle. Talons qui claquent et tapent, un son haut et creux. Il y a quelqu'un en bas qui aimerait s'entretenir avec madame. Elle ne se mouche jamais. Une forme de langage, le moins pour le mieux. Ronde et mûre, arrondie par l'entrelac des mariages consanguins et mûrie dans la serre de sa race recluse. Une rizière près de Vercelli, sous une crémeuse brume d'été. Les pans de son chapeau tombant ombrent son sourire faux. Des ombres strient son visage au sourire artificiel, épris par la chaude lueur crémeuse, ombre de petits laits sous les mâchoires, filaments jaune d'œuf sur le front moite, humeur jaune aigre tapie dans la douce pulpe des yeux. Une fleur offerte par elle à ma fille, fragile cadeau, fragile offrande, fragile enfant veiné de bleu.
Padoue, loin au-delà de la mer. Le Moyen-Âge silencieux, la nuit, l'obscurité de l'histoire dorment sur la Piazza delle Erbe, sous la lune. Sous les arches des ruelles sombres près de la rivière, le regard des putains guette les fornicateurs. 5 servizi per 5 franchi. Une obscure vague de sens encore, et encore, et encore. Mes yeux défaillent dans le noir, mes yeux défaillent dans le noir, amour. Encore, jamais plus. Sombre amour, sombre désir, jamais plus. Ténèbres, crépuscule, traversant la piazza. Aube grise s'abaissant sur de vastes pâturages verts sauges, semant en silence la nuit et la rosée. Elle suit sa mère avec une grâce gauche, la jument menant sa pouliche. Un crépuscule gris enserre délicatement les hanches fines et rondes, le cou fin, souple, tendineux, le crâne délicat. Soir, paix, la poussière de l'émerveillement. Eh oh, l'aubergiste! Oh, eh oh! Je serais tenté d'en demander encore, parce que je vois, il y a une chute, une des caractéristiques de ce poème, ce poème en prose, c'est sa chute extrêmement énigmatique. Alors est-ce que tu serais d'accord de sauter quelques pages pour aller jusqu'à... Oui, j'ai l'impression d'être extrêmement directif. Donc, dernière page. Des lèvres douces et suçoteuses baisent mon aisselle gauche. Un baiser serpentin sur une myriade de veines. Je brûle. Je me consume comme une feuille en feu. De mon aisselle droite surgit un bouquet de flammes. Un serpent étoilé m'a embrassé, un froid serpent de nuit. Je suis perdu. Nora! Jan Pieterszoon Svelink, le nom désuet du vieux musicien hollandais, rend toute beauté vieillotte et lointaine. Sur le clavecin, j'entends ces variations sur un air ancien. La jeunesse a une fin. Dans la brume éthérée des vieux airs, un point de lumière apparaît. La parole de l'âme va être dite. La jeunesse a une fin. La fin est là. Cela n'arrivera jamais. Tu le sais bien. Quoi alors? Écris-le, abruti. Écris-le. Que sais-tu faire d'autre? Pourquoi? Parce qu'autrement, je ne pourrais te voir. Glissement, espace, cycle, futée d'étoiles, et les cieux qui s'évanouissent. Immobilité, immobilité plus profonde, immobilité du néant et sa voix. Nonung sed barabam. Suspens. Un appartement vide, lumière torpide, un long piano noir, cercueil de musique. Posé sur son bord, un chapeau de femme aux fleurs rouges et un parapluie replié. Ses armoiries, un casque, des gueules et une lance émoussée sur un champ du sable. Envoie, aime-moi, aime mon parapluie. C'est le titre que tu donnes à la postface. Oui, en anglais, Love Me, Love My Umbrella. Tu veux parler? Non, vas-y. Non, oui, Non, je voulais simplement signaler que, donc, avec François Méronis, depuis longtemps, maintenant... Presque 20 ans. Presque 20 ans, tu mènes une revue littéraire qui s'appelle Ligne de risque. Le dernier numéro est paru assez récemment. Oui, il y a quelques mois. Il y a quelques mois, dans une nouvelle série. Et justement, vous avez rejoint cette maison d'édition... multiple, voilà. Multiple, il continue à perdre de l'argent. Voilà. Ça, vous allez réussir à le couler. Ça, il n'y a pas de doute. Alors, justement, au sommaire de ce
numéro 1 de cette nouvelle série, vous avez consacré un mini-dossier, disons, à ce texte, Giacomo Joyce. Donc on y retrouve ta postface, hein, qui est dans cet ouvrage. Mais alors, quelqu'un vous a rejoint, hein, on peut dire ça, qui s'appelle Valentin Retz, qui est un jeune romancier, qui publie aussi chez... Collection L'Infini. À la Collection L'Infini, et qui lui-même, là, donne un texte sur Giacomo Joyce, qui s'intitule Le moins pour le mieux, mais on peut dire que là, il a une thèse très spécifique à sa lecture, qui met un peu à distance de ta propre lecture, il me semble. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de sa vision, enfin, en son absence? Je pourrais pas en détail, mais parce que c'est très complexe, disons. Mais c'est presque une vision mystique. Voilà. De ce poème. Mais de fait, effectivement, Valentin Ray, comme d'autres sans doute aussi, lisent ce texte depuis son tramage spirituel. Et comme vous le savez maintenant, enfin depuis longtemps peut-être, mais ce qu'il y a d'extraordinaire chez James Joyce, dans chacune de ses phrases, c'est d'une part leur condensation maximale, mais aussi le fait que chacune d'entre elles soit un art de mémoire, comme on disait à la Renaissance. C'est-à-dire que chacune possède à l'intérieur d'elle-même une sorte de mémoire de toute la langue. Et même dans ce tout petit livre, dont je disais que c'était un peu à usage privé, Joyce essaye de faire rentrer toute la bibliothèque dans ce petit écrit. Donc c'est comme s'il infusait l'Ancien Testament, les mystiques, Shakespeare, et de fait, comme toujours chez Joyce, le narrateur, qui est à la fois plein d'autodérision et d'héroïsme en même temps, enfin, aussi une espèce de lyrisme et d'ironie. Ce narrateur n'est pas seulement James Joyce, mais il est aussi en quelque sorte tous les héros de l'histoire du langage. Il est Hamlet, il est Oedipe, il est un pauvre Casanova, et donc effectivement, même à travers ce petit texte de convoitise libidinale pour une jeune femme, il y a quelque chose comme un tramage, on pourrait dire ésotérique, mais j'ai peur d'employer ce mot parce qu'il contient aussi quelque chose de l'ordre de la falsification de l'esprit, mais de fait quelque chose a lieu en rapport, essaye d'expliquer Valentin Ray, avec le Christ, en rapport avec en tous les cas la question du péché et les tourments infernaux que cette question suscite. Moi, je ne saurais pas aller aussi loin dans cette espèce de cabale chrétienne, de cabale catholique, qui sous-tend aussi ce texte. Mais moi, ce qui me plaît, c'est que chacune des phrases de Joyce sont des aventures. C'est Flaubert qui dit ça. Flaubert, c'est l'autre héros pour moi, enfin, un héros en français, un héros de la littérature, Flaubert. Flaubert dit les phrases sont des aventures. Il n'y a pas besoin de raconter spécialement quelque chose d'aventureux, puisque chaque phrase est à elle-même une aventure. Et chaque phrase est une substance, pas seulement stylistique, mais qui s'approfondit elle-même du désir qu'elle a et de l'appétit qu'elle a, de la soif qu'elle a pour toute la bibliothèque. Alors c'est absolument patent chez Joyce, quand on lit Ulysse, on l'a vu tout à l'heure, ou Finnegan's Wake, on a la sensation que viennent se concasser à l'intérieur des phrases tous les éléments d'un savoir qui peut-être n'est même plus possible pour une seule personne aujourd'hui. Du temps de Léonard de Vinci, on pouvait en quelque sorte posséder ce que Hegel appelle le savoir absolu, enfin du moins toutes les informations. Joyce est le dernier grand écrivain à tenter de mettre toute l'histoire du monde et peut-être toute l'histoire des sensations dans des phrases, dans un livre. C'est-à-dire, en gros, de concurrencer les livres sacrés. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Enfin, même dans ce petit récit de concupiscence, pour le dire à l'ancienne, il s'agit encore d'écrire des phrases
qui vont susciter autre chose que du langage, et cette autre chose relève, pour le dire de manière chrétienne, du salut. Ce petit écrit est un talisman conjuratoire, c'est aussi quelque chose qui est destiné à l'esprit lui-même. C'est un texte sacré. Je pense que des gens comme Kafka, la nuit, quand ils écrivaient leur journal, ou des gens comme Joyce, quand ils griffonnaient, et je le dis, je prends le mot griffonnage sans le déprécier, le griffonnage c'est très beau, quand ils griffonnaient ce petit armorial pour lui, pour essayer de créer un blason de cette femme qu'il avait aimée, eh bien à ces moments-là, quelque chose relève du sacré, mais qui n'est pas ce sacré devant lequel on s'agenouille, qui ne relève pas d'un sacré d'appartenance, évidemment encore moins clérical, mais d'un sacré qui est le fruit de ce qu'il en est, justement de l'aventure, comme on disait tout à l'heure, de ce que le langage peut susciter d'impossible. Mais précisément cet impossible, c'est ce à quoi vise la littérature, c'est-à-dire de faire naître quelque chose avec du langage. Le sacré dans Finnegan's Wake, dans Ulysse, même dans Giacomo Joyce, ne va pas chercher un dieu, même pas peut-être dans les phrases, même pas peut-être dans les courbures ou entre les virgules des phrases, mais il va tenter de se faire chanter, si je puis dire, lui-même, au point de devenir un cosmos, ou de l'égaler, et de se rendre disponible à des buissons de voix qui, d'une part, dépassent la seule personne de James Joyce, mais font chanter, pour le dire de manière philosophique, je dirais l'être, ou les êtres. Et voilà, donc effectivement, Valentin Ray a raison, enfin, même s'il y voit, lui, de manière kaléidoscopique, un tramage spirituel très particulier, moi j'ai tendance à y voir un désir qui anime Joyce, qui est de sans cesse relancer la littérature et l'esprit, de les faire s'égaler, de sans cesse la relancer par ce qu'un grand écrivain qui s'appelle Hermann Brohr avait appelé un nouvel amour du langage. Brohr disait Joyce est génial, il a dit ça très tôt, parce qu'il invente un nouvel amour du langage. Et ça, c'est pas rien, en fait. C'est même, je dirais, il faudrait penser cette phrase longuement. Eh bien, je trouve qu'il y a la matière de conclusion dans cette phrase, avec tout cet après-midi qu'on a vécu avec un pôle autour de Philippe Forest et d'Ulysse, et c'est un livre considérable aussi en termes de volume, et terminé cet après-midi par ces 10 feuillets, voilà, je trouve qu'on a fait là, dans l'œuvre de Joyce, un beau voyage, un beau parcours, et puis tout simplement, je voulais te remercier de ce que tu viens de dire sur ce texte. Et je suis d'accord avec toi sur l'idée que ça peut être un point d'entrée à l'œuvre de Joyce, ce très court texte, dont il reste là encore quelques exemplaires, si vous étiez tentés. N'oublions pas le commerce, parce qu'il ne faut pas que les éditeurs qui meurent... Il coule, mais lentement, mais pas trop vite. Voilà, eh bien, merci. Donc, merci Yannick. Merci.